Je m'appelle Anna Bozoc, je suis des arts 5e semestre. Je vais vous parler des spécificités de l'analgésie d'une chirurgie du rachis lombaire par voie antérieure. Ce topo a été réalisé à l'aide du Dr Florence Marchand-Maillet. Autant on sait que la voie postérieure est la plus fréquente et on connaît ses spécificités anesthésiques, autant la voie antérieure est de plus en plus développée, mais il y a très peu de publications que je vais essayer de vous présenter. Pour commencer, un cas clinique, c'est une dame de 65 ans qui a une scoliose lombaire dégénérative L2, L5 sous traitement médicamenteux antalgique maximal. Voici son IRM sur la droite. Voici ses antécédents médicaux et chirurgicaux. Dans ses antécédents chirurgicaux, elle a déjà eu notamment une arthrodèse C3, C6. Voici ses traitements antalgiques. Notez qu'elle a du Skénan et de l'actiskénan au long cours. Devant tout ça, elle a une chirurgie programmée d'arthrodèse lombaire 3 niveaux de L2 à L5 par voie antérieure, aussi appelée ALIF. Voici ces radiographies post-opératoires, de face à gauche et de profil à droite. On peut voir ici les tiges et les vis qui fixent ce qu'ils appellent des cages qui remplacent les disques, les disques de face et de profil. Sur le plan antalgique, en préopératoire, elle a eu un tap bloc bilatéral, des érecteurs du rachis bilatéral de L2 à L5. En péropératoire, elle a eu de la kétamine IVSE et les antalgiques usuels par voie intraveineuse. Et en salle de réveil, malgré la reprise du Skénan LP, une titration de morphine jusqu'à 22 mg, une PCA morphine, de la kétamine et du catapressant. Elle était toujours très douloureuse, donc on a décidé de lui poser une péridurale lombaire. Finalement, les douleurs sont soulagées avec un niveau T10 sans bloc moteur et la péridurale a pu être tirée à J4. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus en préopératoire ? Quel type d'anesthésie loco-régionale? Est-ce qu'on aurait pu faire une imprégnation en gabapentin et ou en prégabaline? Est-ce qu'on aurait dû poser la péridurale d'emblée en préopératoire? Et quid de l'arraché anesthésie morphine? On va tenter de répondre à toutes ces questions, mais avant, on va parler des voies de l'arthrodèse du rachis. Schématiquement, il y a deux voies. La voie antérieure, aussi appelée ALIF, sur le schéma en bas, c'est le triangle rouge, et la voie postérieure, c'est TELIF, aussi appelé TELIF, c'est le petit triangle vert sur la face postérieure. Par la voie antérieure, on n'a accès qu'au corps vertébral et au disque. Ça permet de mettre des cages plus volumineuses que par la voie postérieure. Elle est moins invasive que la voie postérieure car il n'y a pas de découpe des fibres musculaires des muscles paravertébraux. Et donc le principal effet indésirable, c'est le dommage des vaisseaux en péropératoire. La voie postérieure, on a accès direct aux arcs postérieurs, c'est la voie idéale pour la laminectomie. Il y a une installation qui est plus complexe, le patient est en DV sous anesthésie générale. Le temps opératoire et les infections des sites opératoires ainsi que le saignement sont en général plus importants, d'après les études. Au niveau des incisions, voici les différentes incisions possibles. Ça dépend du chirurgien. Globalement, chez notre patiente, elle a été incisée à peu près entre le 2 et le 4, au niveau du trait rouge qui se situe ici. Là, c'est un article de 2013 qui est paru dans Anesthésiologie, qui a recensé à peu près 50 000 patients et 180 chirurgies. Ils les ont classés en fonction de l'EVA moyen, sur la colonne à droite. Les boîtes vertes correspondent au 25e et 75e percentile, et les traits noirs, là, ça correspond au 5e et 95e percentile. Globalement, ce qu'on peut en tirer, c'est que l'arthrodèse par voie postérieure, 1 ou 2 segments ou 3 ou plus segments, ça fait partie des chirurgies les plus
douloureuse avec des EVA entre 6 et 7, alors que la voie antérieure, 1 ou 2 segments, c'est plus des EVA qui sont entre 4, 5. Voilà, donc notre patiente elle se situerait à peu près entre les deux, mais plus proche de l'EVA à 5 que de l'EVA à 6, d'après cet article. Alors, qu'est-ce qui fait mal? Pourquoi ça fait mal? Donc, ici, c'est un article qui représente l'énumération du rachis. Tous les auteurs ne sont pas d'accord entre eux, mais voilà, c'est des schémas que j'ai trouvés. Donc, globalement, il y a 3 types d'innervation. D'une part, par la chaîne, par les ganglions sympathiques qui se trouvent ici sur la face antérieure des corps vertébraux. D'autre part, du rameau ventral du nerf spinal, ici, et les rameaux gris communicants qui vont faire le lien entre le nerf spinal et la chaîne sympathique de profil ici. Ici, sur la face postérieure, on peut voir qu'on a retiré les lames, les pédicules. Ici, c'est le ligament longitudinal postérieur. Et on voit qu'il y a tout un enchevêtrement de petits nerfs qui est en fait le nerf récurrent méningé. C'est un nerf en fait, qui sort ici du canal rachidien pour y revenir et faire la sensibilité donc, de l'annulus fibrosus ainsi que des méninges, sachant que le nucléus, le noyau du disque n'est pas énervé. Donc voici les 3 composantes globalement de l'énumération du rachis. Alors, quelle spécificité pour l'analgésie du rachis par voie antérieure, sachant qu'il faut couvrir d'une part l'incision opératoire, donc plutôt T12, L1, mais aussi l'arthrodèse en elle-même, là où il y aura le matériel. Sachant qu'il n'y a pas vraiment de douleur viscérale, étant donné que les chirurgiens réclinent le péritoine pour accéder au rachis. Qu'est-ce qui se passe avec les gabapentinoïdes? Donc globalement, la SPAR a tranché en 2017. On sait que ça diminue l'intensité douloureuse des 24 premières heures, la consommation de morphine et les nausées vomissements, mais ça augmente le risque de sédation et de vertige et de la diplopie avec la prégabaline. Il y a également une augmentation du risque de dépression respiratoire en association avec la morphine. Il n'y a aucun effet détectable sur la douleur chronique post-opératoire. Donc devant tout ça, il n'y a pas de place en utilisation systématique et l'antihyperalgésique de choix reste la kétamine. L'érecteur spinae bloc, comment ça fonctionne? On voit ici le nerf spinal qui sort du canal rachidien. En avant, il va donner le ganglion sympathique. On a vu qu'il nous intéresse dans la chirurgie du rachis, étant donné que ça fait il participe à la sensibilité du rachis. Le rameau ventral, ici, qui nous intéresse également, étant donné qu'il fait la paroi et donc l'incision antérieure. Et ici, le rameau postérieur du nerf spinal, qui va faire la sensibilité, qui va innerver les muscles paravertébraux ainsi que les téguments. Quand on fait un bloc érecteur du rachis, on va aller au niveau de processus transverse pour bloquer ce nerf-là, le rameau postérieur. Donc uniquement les muscles paravertébraux et les téguments. On pourrait se dire qu'il y a peut-être une diffusion vers l'avant pour bloquer le ganglion sympathique et plus vers l'espace paravertébral, mais non, cette étude le montre très bien. C'est une étude sur cadavres, sur 5 cadavres. Ils ont mis 20 cc de bleu de méthylène dans un bloc érecteur du rachis et ils ont regardé la diffusion. Donc globalement, en hauteur, ils ont trouvé que ça diffuse sur 3 à 4 niveaux, mais on peut voir ici sur la colonne de droite qu'il y a 0 diffusion au niveau du rameau ventral et du ganglion du nerf spinal. Voici les images qui sont prises lors de la dissection du cadavre. Sur l'image de gauche, ici c'est les épineuses. Sur la partie gauche, c'est la partie disséquée profonde. On voit les muscles érecteurs du rachis, le multifidus, iliocostalis,
ici, on voit qu'ils sont bien imprégnés en bleu de méthylène. Sur l'image de droite, ils dissèquent un peu plus profondément et on voit que là c'est la moelle, enfin la queue de cheval. Ici c'est la lame qu'ils ont resséquée, le pédicule. Ici c'est le nerf spinal avec le rameau ventral et là c'est le muscle carré des lombes. Donc on voit qu'il n'y a aucun bleu de méthylène en fait, qui se trouve au niveau du rameau ventral et au niveau du carré des lombes. À propos du tab block, il y a voici les études que j'ai trouvées. Donc globalement, il y a 3 études qui sont des cohortes rétrospectives qui montraient, envers les études qui étaient positives, donc les 3 cohortes rétrospectives qui trouvaient plutôt une moindre consommation de morphinique pendant les premiers jours post-opératoires, et une étude qui est négative, randomisée, contrôlée, en double aveugle, qui a été faite de manière monocentrique en France, et qui montre pas de différence significative sur la consommation de morphine les 24 premières heures versus placebo. Donc on ne sait pas vraiment quoi en tirer de tout ça. Qu'en est-il de QLB? Donc le QLB, le principe, c'est celui qu'on fait le plus fréquemment, c'est le QLB2. Donc on injecte l'anesthésique locale à ce niveau-là. Donc ça va entourer le muscle carré des lombes, et on sait qu'il y a une diffusion au niveau de l'espace un peu paravertébral et de la racine du rameau antérieur du nerf spinal. Ça, c'est un bloc qui pourrait être très intéressant dans la chirurgie du rachis, étant donné que s'il y a une diffusion, ça pourrait agir aussi bien sur la douleur où se trouve l'arthrodèse que l'incision et donc la paroi. Pareil, il n'y a pas beaucoup d'études sur le QLB et la chirurgie du rachis par voie antérieure. Ça, c'est la seule étude que j'ai trouvée. C'est une cohorte rétrospective. C'est des arthrodèses du rachis par voie antérieure puis postérieure. Ils ont pris 2 groupes de 26 patients. Globalement, le groupe A, ici, chez lequel ils n'ont pas mis de cathéter QLB bilatéral, et le groupe B, chez lesquels ils ont mis 2 cathéters QLB bilatéraux. Et là, ils ont mesuré donc la consommation, la moyenne de consommation morphinique en équivalent de milligrammes de morphine à 48 heures post-opératoire. Donc on voit qu'au niveau du groupe B qui avait les cathéters, globalement, ça a une baisse de la consommation morphinique. La morphine intratécale, globalement, il y a pas mal d'études qui montrent que ça marche par voie postérieure. En voici une, c'est une étude qui est en double aveugle, randomisée et contrôlée chez 92 patients qui ont été divisés en 2 groupes. Un groupe dans lequel ils ont mis 200 gamma de morphine intratécale 30 minutes avant l'induction, et un autre groupe chez lequel ils ne l'ont pas fait. Donc sur les petits schémas en bas, sur les graphiques ici, ça c'est le score de douleur au repos en fonction du temps après la chirurgie. Ici ce sont les scores de douleur au mouvement, et ici c'est le Ramsay score, donc un score de sédation. En gris clair ici, c'est les patients qui n'ont pas eu d'injection de morphine intratécale. Et en noir, le trait noir avec les ronds, c'est les patients qui ont eu l'injection. Donc on peut voir que les scores sont significativement différents entre 6 et 48 heures de la chirurgie. Et il n'y a pas vraiment de différence sur le score de sédation, qui est le score de Ramsay en dehors des 5 premières minutes en salle de réveil. Ce qui est intéressant également, c'est que le temps pour la déambulation n'est pas modifié par l'injection de morphine intratécale. L'autre chose à souligner, c'est que 200 gamma de morphine en intratécale, en France, on ne le fait pas souvent. Et ça, c'est une étude japonaise, et aux États-Unis, ils ont tendance à le faire plus fréquemment. Et là, déjà, ils disent que c'est des low doses pour eux. Donc c'est vrai que chez nous, on aura plutôt tendance à surveiller ces patients de manière beaucoup plus rapprochée et pas en salle d'hospitalisation classique.
Pour ce qui est de la voie antérieure et latérale et la morphine intrathecale, ça c'est la seule étude que j'ai trouvée là-dessus. Globalement, c'est une cohorte de 24 patients. Ils ont mis 200 gamma de morphine. Ça a été fait par le chirurgien, par voie intrathecale. C'est une réalisation plus complexe par voie antérieure que par voie postérieure, car ça nécessite des chirurgiens expérimentés. Ça, c'est fait par le chirurgien, mais en soi, nous, on peut le faire en préopératoire 30 minutes avant l'induction, comme dans l'autre étude. Les résultats, c'est qu'il n'y a pas eu de recours homorphique, pas de céphalée post-brèche, pas d'IVEUS et pas de détresse respiratoire. Et l'avantage, comme dans l'autre étude, c'est la mobilisation précoce qui est possible. Ils ont un patient qui a eu un itching persistant et pas d'hypoxémie. Et il n'y a pas de, dans cette étude-là non plus, il n'y a pas de détails sur comment étaient surveillés les patients en post-opératoire. La péridurale, donc, ça bloque l'influx nerveux au niveau des racines directement. Donc, blocage théorique de l'influx nerveux vertébral et de la douleur viscérale. Donc, globalement, ça bloquerait le petit nerf récurrent méningé qui rentre dans le canal rachidien. Ça bloquerait le nerf, le rameau antérieur du nerf spinal, la chaîne sympathique, mais aussi le rameau dorsal. Donc, c'est ce qui pourrait être l'idéal dans ce cas-là. Il y a eu beaucoup de données pour l'arthrodèse par voie postérieure, mais toujours pas pour la voie antérieure. Elle peut être mise en place par l'anesthésiste en préopératoire. Elle ne gêne pas le chirurgien si la voie est antérieure. On peut la mettre en charge en péropératoire pour initier une épargne morphinique. On peut se poser la question de quel niveau est nécessaire, étant donné que chaque nerf sort au même étage pour vasculariser pour innerver la vertèbre correspondante. On peut se dire que le niveau, par exemple, si une patiente est opérée au niveau de L2, L5, un niveau L2 pourrait théoriquement suffire à l'analgésie. Quel produit, étant donné qu'il faut éviter un bloc moteur et rendre la mobilisation possible. Une proposition a été mise en place à Antoine Béclair, c'est que pour les arthrodèses du rachis par voie antérieure supérieure ou égale à 2 étages chez des patients qui sont douloureux chroniques ou supérieure ou égale à 3 étages, même chez des patients qui ne sont pas forcément douloureux chroniques, on discute d'une péridurale en préopératoire. Les pour, c'est que ça baisse la consommation d'opioïdes. Il n'y a pas besoin d'anesthésie loco-régionale supplémentaire. C'est efficace aussi bien pour la voie d'abord antérieure que pour la zone de l'arthrodèse en elle-même. Mais le premier levé est souvent difficile à J1 et notamment à cause de la sonde urinaire qui doit être gardée le temps que la péridurale est en place. Ça peut masquer des potentielles complications neurologiques post-opératoires. Et enfin, la gestion de la péridurale dans les étages est souvent difficile et dans la plupart des centres, une nécessité de surveillance en USC. Pour conclure, l'arthrodèse du rachis par voie antérieure, le QLB et le TAP bloc, ça peut marcher. Donc, de ce qu'on a dit auparavant, plutôt le QLB que le TAP bloc pour les arthrodèses du rachis supérieures ou égales à 2 niveaux, chez un patient qui est plutôt non douloureux chronique. Les recteurs du rachis, plutôt non si la voie est antérieure. Il y a un intérêt surtout si la voie est postérieure. La rachianesthésie à la morphine, l'avantage, c'est la mobilisation précoce qui reste possible, mais ça nécessite une surveillance rapprochée et la surveillance des effets indésirables, notamment l'hypoxémie et les apnées. La péridurale, donc il n'y a pas d'études sur l'arthrodèse du rachis par voie antérieure et péridurale, ça couvre théoriquement l'incision et le cycle opératoire. À discuter donc si plusieurs étages et patients douloureux chroniques qui est d'autant plus dépendant des opioïdes. Mais par contre, il y a une sonde urinaire qui est nécessaire le temps que la péridurale est en place et la mobilisation à J1 est difficile.